À 22 ans, elle a été pendue à la prison de Hamelin. Son nom est resté lié aux fouets, aux chiens et aux sélections vers la chambre à gaz. Dans les camps de concentration, elle n'était pas un spectateur. Elle a exercé un pouvoir direct sur des milliers de femmes prisonniers. Coups, punitions physiques, exécutions sommaires. Chaque acte faisait partie d'un système qui a récompensé la violence. Elle n'avait pas besoin de décennies pour monter. En moins de 2 ans, elle est passée de l'apprenti à l'autorité maximale dans la caserne, encombrée de femmes condamnées à mourir. Comment une jeune paysanne s'est-elle transformée en symbole du sadisme nazi? Quel environnement pourrait convertir quelqu'un d'aussi jeune en exécuteur testamentaire sans remords? Pourquoi son nom se souvient-il encore comme celui de Jena of Auschwitz? De Wrześniów au Reich, les origines d'Irma Grez. Irma Ilse Ida Grez est née le 7e octobre 1923 à Wrześniów, un village agricole de Mecklenburg, à 50 000 au nord de Berlin. Son père Alfred a travaillé comme administrateur d'une succession locale et de superviseur laitier. Sa mère, Bertha Winter, s'est occupée à la maison et a maintenu un jardin avec des animaux. La famille a eu 5 enfants, Alfred et Lieschen, plus âgés que Irma, et Hélène et Otto Junger. La situation économique était stable dans les paramètres de la classe ouvrière rurale. Les premières années d'Irma sont passées de manière ordinaire. Elle a fréquenté l'école primaire du village, a aidé avec des tâches domestiques et a joué avec ses frères et sœurs. Selon le témoignage ultérieur de sa sœur Hélène, Irma était un enfant timide qui a évité les conflits et s'est retiré lorsque des différends sont survenus chez les autres enfants. En janvier 1933, Adolf Hitler a assumé la chancellerie allemande. 2 mois plus tard, lorsque Irma avait 9 ans, le système éducatif allemand a mis en œuvre des changements curriculaires. Les programmes scolaires ont intégré les principes du national-socialisme, les concepts de la pureté raciale aryenne et de l'antisémitisme comme contenu obligatoire. Les salles de classe ont montré des portraits d'Hitler et des enseignants ont commencé à transmettre l'idéologie du nouveau régime ainsi que des matières traditionnelles. Le contexte politique a divisé la famille Grez. Certains récits décrivent Alfred comme un homme conservateur et religieux qui se méfiant la politique nazie. D'autres témoignages le présentent comme une personne disposée à s'adapter au nouvel ordre si cela profitait aux perspectives de famille. Ce qui est documenté, c'est qu'Alfred ne s'est affilié au parti nazi qu'à 1937, lorsqu'il est devenu plus tard le chef de groupe local en Wrześniów. En décembre 1935 ans, Bertha a découvert que son mari avait maintenu une relation extra-conjugale avec la fille d'un gardien de taverne locale. Après avoir méticuleusement nettoyé la maison, Bertha a envoyé ses enfants à la recherche d'Alfred à la taverne. Pendant son absence, elle a ingéré de l'acide chlorhydrique, un produit de nettoyage domestique. À son retour, la famille l'a trouvée inconsciente et l'a transférée à l'hôpital. Bertha est restée plusieurs semaines hospitalisée avant de mourir en janvier 1936. Irma avait 12 ans. La mort de la mère a modifié la dynamique familiale. Les témoignages des voisins indiquent que Irma est devenue plus retirée et solitaire. Alors que d'autres enfants de son âge ont développé des amitiés et des premiers intérêts romantiques, Irma s'est généralement isolée dans les collines près du village, où elle a passé du temps à siffler doucement. Irma et sa sœur Hélène ont exprimé leur intérêt à rejoindre la Ligue des filles allemandes, la branche féminine de la jeunesse Hitler. Cette organisation a été conçue pour former de futurs camarades de parti, que ce soit pour le mariage et la maternité, la formation en tant qu'infirmière ou fonctions auxiliaires dans les SS. La Ligue a offert des activités communautaires, une formation idéologique et des opportunités d'avancement social au sein du système nazi. La rhétorique nationale-socialiste a glorifié les 2 Allemands considérés comme des Aryens et des communautés rurales, les présentant comme le fondement moral de la société allemande. Pour les jeunes femmes isolées ou ceux qui ont des perspectives limitées dans leur village, la Ligue a fourni une identité, une reconnaissance et une camaraderie, en plus de meilleures opportunités d'emploi et de contact avec les personnes de leur âge. Bien que l'adhésion devienne obligatoire pour toutes les filles d'origine aryenne, Alfred a d'abord interdit à ses filles de s'affilier. Les raisons de ce refus restent incertaines.
Une version suggère que le chapitre local était trop loin pour que Irma atteigne en toute sécurité le vélo. L'opposition paternelle, surtout étant donné qu'il s'affilierait lui-même au parti dans 10 à 9-37, a généré des tensions avec Irma. Dans 10 à 9 ans, 38 ans, à 14 ans, Irma a quitté l'école pour participer à un programme de travail des jeunes administré par le gouvernement. Elle a travaillé pendant 6 mois dans une usine de produits laitiers à Fürstenberg et par la suite 6 mois dans un magasin à Lieschen. Ces emplois ont fourni une formation de base et une contribution économique minimale en fonction des politiques de travail des jeunes du régime. Dans 10 à 9 ans, 39, Alfred s'est marié à nouveau. Sa nouvelle épouse a contribué 4 enfants d'un mariage précédent et le couple a par la suite eu un autre enfant. La maison en Reschen remplie d'enfants et de dynamique familiale est devenue compliquée. Irma, qui avait vécu pendant son année dans le programme de travail, n'est pas revenue de façon permanente. À 15 ans, elle s'est séparée définitivement de la maison paternelle. Avec le soutien de la section locale de la Ligue des filles allemandes, Irma a obtenu un poste d'apprenti en soins infirmiers au Hohenleichen Sanatorium. Cette institution était passée d'un centre de traitement de la tuberculose sous la Croix-Rouge internationale à devenir un centre de recherche militaire. Le réalisateur était Karl Gebhardt, chirurgien et membre du cercle intérieur de Heinrich Himmler. Hohenleichen avait été transformé en un endroit où des expériences médicales ont été réalisées sur des femmes juives transportées par le camp de concentration de Ravensbrück, à proximité. Pendant 2 ans, Irma a travaillé comme assistant et apprenti dans cet hôpital. Ses tâches comprenaient les soins de base des patients, le nettoyage et l'assistance dans les salles d'opération. L'environnement n'était pas neutre. Des officiers de haut rang des SS ont transformé dans les couloirs et des procédures expérimentales sur les victimes humaines ont été effectuées dans les laboratoires. Bien qu'aucun détail spécifique n'existe sur la participation directe d'Irma à ces expériences, elle a travaillé sous la supervision directe de Gebhardt pendant sa période de formation. Gebhardt avait été un militant du parti nazi au début et avait participé à des marches de chemises brunes à Berlin au cours des années 20. En tant que superviseur d'Irma, il représentait une source intense d'influence idéologique. L'hôpital a également fonctionné comme un foyer de convalescence pour les officiers blessés ou malades, ce qui a exposé l'Irma aux membres du haut commandement nazi, y compris des personnalités comme Albert Speer, Heinrich Heydrich et Rudolf Hess à la fin des années 30 et à la guerre de début. Après 2 ans, Irma n'a pas réussi à terminer sa formation pour devenir infirmière professionnelle. Elle n'avait pas démontré une compétence académique ou pratique suffisante pour obtenir la qualification. Selon ses propres déclarations ultérieures, elle avait sincèrement souhaité entrer dans la profession infirmière et la déception était considérable. Gebhardt lui a suggéré de postuler pour un poste de gardien de prison au camp de concentration à proximité de Ravensbrück et l'a référé à une connaissance de l'administration du camp. À 10 à 7 ans, Irma était trop jeune pour être recrutée dans le SS et a été invitée à réappliquer après avoir 10 à 8 ans. Par conséquent, entre l'automne 10 à 9-40 et l'été 10 à 9-42, elle est revenue à ses travaux précédents à l'usine de produits laitiers de Fürstenberg. En juillet, 10 à 9-42 ans, elle a rejoint la branche féminine de la SS et a commencé à s'entraîner en tant que gardien de prison au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. Ravensbrück, l'école de violence absolue. Ravensbrück, créé en mai 10 à 9-39 dans le district de Fürstenberg, était le plus grand camp de concentration pour femmes du Troisième Reich. Pendant la guerre, environ 130 000 femmes ont traversé ces installations, dont plus de 90 000 n'ont pas survécu. Sa fonction englobait le travail forcé, la punition, l'extermination par l'épuisement et la formation du personnel féminin SS. Greuze est entrée en tant qu'officerin en période de formation. Les femmes ne pouvaient pas officiellement s'affilier au SS, mais son rang auxiliaire a accordé son autorité sur les prisonniers et un salaire supérieur à celui disponible dans des emplois civils. Le régime avait besoin de plus de personnel féminin pour couvrir les sections des femmes dans le réseau élargi de camps de concentration. La formation initiale a duré 3 semaines et a été orientée vers la création d'un environnement de discipline stricte et de violence normalisée.
Les nouveaux gardes ont reçu des instructions dans les réglementations de sécurité, le contrôle des prisonniers et l'organisation du travail. La règle fondamentale a interdit d'établir un lien personnel avec les détenus. Il a été informé que toute démonstration de compassion ou de proximité serait considérée comme une faiblesse. Le contact humain était interdit. Les mots inutiles, les gestes d'aide ou les conversations occasionnelles n'étaient pas autorisés. La formation pratique était basée sur l'observation et la répétition. Les apprentis ont accompagné les gardes des vétérans dans les tâches quotidiennes, surveillance lors des appels de rôle, effectuant des groupes de travail, une demande de surveillance des casernes et des sanctions. L'utilisation de la violence a été présentée comme un outil de contrôle nécessaire. Les aspirants ont observé comment les officiers expérimentés battent avec des clubs, des fouets ou des fusils de fusil qui ne se sont pas conformes aux ordres ou semblaient trop faibles pour le rythme demandé. Dorothea Beans était parmi les figures les plus influentes du camp et a exercé des fonctions d'instructeur. Beans était responsable de la transmission des méthodes de discipline et de punition aux nouveaux gardes. Dans sa direction, les apprentis ont été témoins d'exécutions sommaires et de sanctions prolongées. Beans a démontré comment maintenir la posture de l'autorité, réagir aux signes de résistance et imposer la peur sans avoir besoin d'explications. Son exemple a fonctionné comme un modèle pour les jeunes recrues, qui a appris que l'avancement dépendait de la vitesse à laquelle ils ont adopté cette attitude. Irma Grez a rapidement assimilé la formation. Dans quelques semaines, elle s'est habituée au traitement des prisonniers. La dynamique du camp a exigé des décisions rapides et une obéissance aveugle à la hiérarchie. La formation comprenait des exercices où les aspirants devaient participer activement à des coups collectifs. Parfois, un prisonnier accusé de non-conformité a été sélectionné pour être puni par plusieurs gardes en présence des autres comme exemple. Le système exigeait qu'aucune jeune femme ne reste sur la touche. Toutes devaient être directement impliquées. Ravensbrück a fonctionné comme un endroit où la souffrance faisait partie de la routine quotidienne. Les prisonniers ont été soumis à un travail forcé dans des conditions extrêmes, une malnutrition et un surpeuplement. Le système a été conçu pour que les gardes s'habituent à assister à une dégradation physique et morale sans réagir émotionnellement. Les décès quotidiens de maladie ou d'épuisement étaient habituels. Les apprentis ont dû enregistrer les décès, organiser des organismes et maintenir la discipline au milieu d'une dévastation constante. Les témoignages des prisonniers recueillis après la guerre mentionnent Grez pendant ses premiers jours à Ravensbrück en tant que figure initialement maladroite de sa fonction. Un survivant l'a lié à l'avoir vu s'excuser lorsqu'il passait devant un détenu, un geste considéré comme inapproprié qui a été immédiatement corrigé par les anciens combattants. Quelques jours plus tard, son comportement avait complètement changé. Le processus d'adaptation avait été achevé. Les erreurs initiales ont disparu et son attitude est alignée sur celle des autres gardes. La formation ne se limitait pas à la violence physique, il a également inculqué une mentalité de hiérarchie absolue. Les prisonniers ont été classés par des catégories et ont reçu un traitement selon leur origine et la dangerosité supposée qui leur est attribuée. Les gardes ont dû apprendre à reconnaître les triangles colorés sur des uniformes qui ont identifié les détenus, juifs, prisonniers politiques, asociaux, gitans, témoins de Jéhovah et autres catégories. Chaque groupe avait des règles de traitement différentes, toujours dans un cadre d'humiliation et de subordination. La présence de chiens qualifiés était un élément constant dans le camp. Les gardes étaient fréquemment accompagnés de bergers allemands formés pour attaquer les prisonniers. Leur proximité a produit une peur immédiate et leur utilisation dans les sanctions collectives était fréquente. Les aspirants ont appris à donner des ordres aux animaux et à les utiliser comme un instrument de contrôle psychologique et physique. À Ravensbrück, Grez a également été témoin d'expériences médicales réalisées par des médecins liés à Gebhardt, qui avait été son précédent superviseur. Les femmes sélectionnées comme sujet d'essai ont été soumises à des opérations sans anesthésie, ont intentionnellement provoqué des infections et des stérilisations forcées. Bien qu'aucune preuve directe n'existe de sa participation active à ces procédures au cours de cette étape, son contact avec cette réalité a été inévitable, car l'administration du camp a nécessité le transfert et la garde des prisonniers utilisés dans les expériences. Les méthodes de formation ont produit des résultats rapides dans la majorité des nouvelles recrues.
En quelques semaines, ils sont passés de l'insécurité initiale à la pratique courante de la violence. La pression du groupe et les demandes des supérieurs ont empêché toute résistance. Celui qui a montré des doutes pouvait être sanctionné ou ridiculisé par des compagnons. L'apprentissage a été produit par l'imitation de personnages comme Beans et par nécessité de s'intégrer dans un environnement où la brutalité était la norme acceptée. Un survivant de Ravensbrück se souvenait des décennies plus tard que le processus de transformation qu'elle a été témoin dans de nouveaux gardes. Les débutants semblaient généralement effrayés lors de leur premier contact avec le camp. Il a fallu du temps pour atteindre le niveau de cruauté et de dépravation de leurs supérieurs. Manners qu'elle a dit désolé lorsqu'elle a marché devant un prisonnier. Grace s'est démarquée rapidement parmi les recrues. Bien qu'il n'y ait pas de données exhaustives sur des incidents spécifiques commis par elle à Ravensbrück, sa promotion ultérieure indique qu'elle a été considérée comme efficace et disciplinée. En moins d'1 an, elle est passée de l'apprenti pour garder des droits complets dépassant la période d'essai. Ce type de promotion rapide n'a été accordé qu'à ceux qui ont démontré une discipline et une disposition stricte pour les tâches les plus exigeantes. Les conditions du camp à 10-9-42 et 10-9-43, avec une intensification de la guerre sur le front de l'Est, ont fait augmenter constamment le volume de prisonniers. Ravensbrück a reçu des transports réguliers de femmes polonaises et soviétiques, auxquels ont été ajoutées des femmes juives expulsées de différents pays européens. La surpopulation a augmenté les demandes des gardes, qui ont dû maintenir l'ordre dans les casernes emballées, organiser des transferts à des travaux externes et garantir que les prisonniers ont rencontré des quotas de production établis. Le personnage de formation a été spécialement conçu pour créer du personnel capable d'opérer dans d'autres camps de plus grande portée et complexité. Ravensbrück a fonctionné comme la carrière principale de garde qui serait ensuite transférée à Auschwitz, Majdanek ou Bergen-Belsen. L'expérience a servi de filtre. Ceux qui ont résisté et complètement adaptés au système ont été transférés vers des destinations plus importantes, tandis que ceux qui ne pouvaient pas résister à la pression ont été rejetés par le service. Pendant son séjour à Ravensbrück, Grace a consolidé une rupture définitive avec sa famille. Dans 10-9-43, elle a fait une visite temporaire à Wrietzen et son uniforme de la garde a généré une nouvelle confrontation avec son père. Une altercation s'est produite qui a abouti à son expulsion définitive de la maison familiale. Dès lors, elle ne reviendrait pas vivre avec ses proches. Cette séparation familiale a coïncidé avec la fin de sa phase de formation à Ravensbrück et avec la réception des ordres de transfert vers une nouvelle destination d'une plus grande importance stratégique en Pologne occupée. Auschwitz-Birkenau, riso-sadisme. En mars, 10-9-43, Irma Grez a été transférée au complexe Auschwitz-Birkenau en Pologne occupée. Le complexe était devenu l'un des principaux centres d'extermination du régime nazi. Birkenau, également connu sous le nom d'Auschwitz II, a été divisé en sections séparées par des clôtures de fils électrifiés où le travail forcé, le surpeuplement extrême et l'élimination systématique à travers des chambres à gaz ont été combinés. Le camp féminin de Birkenau se développait et exigeait que du personnel supplémentaire veille sur des dizaines de milliers de prisonniers. En arrivant à 10 à 9 ans, Grace a été initialement affectée aux fonctions de base, contrôle des casernes, supervision du travail de nettoyage et soutien dans les appels de rouleau quotidiens. Dès le début, son comportement a attiré l'attention de ses supérieurs qui ont souligné sa discipline et l'absence d'hésitation dans l'ordre. En moins de 7 mois, elle a été promue à Oberofficerin, le rang le plus élevé auquel une femme pouvait aspirer dans le système de camp. Sous son autorité, s'est rendu à environ 30 000 prisonniers distribués dans différentes sections du camp féminin. Son ascension a répondu à la logique interne du système. Les jeunes capables d'exercer un contrôle absolu ont été recherchés, disposés à imposer des sanctions et à maintenir la discipline dans des conditions extrêmes avec de grands volumes de population. La position d'Oberofficerin l'a placée au centre de la machinerie d'extermination. Elle a régulièrement participé à des sélections pour les chambres à gaz. Ces sélections ont été effectuées sur la rampe où les transports déportés sont arrivés ou dans le camp lui-même lorsqu'il devait être décidé qui est resté apte au travail et qui serait éliminé. La procédure était routine. Les prisonniers étaient alignés, examinés superficiellement et divisés en 2 groupes.
Ceux qui sont considérés comme incapables de rendre un travail physique ont été envoyés à crématoria. Grace a participé à ces décisions ainsi que des médecins SS comme Joseph Mengele. Son rôle dans les sélections était de maintenir l'ordre parmi les prisonniers pendant le processus, de directement les mouvements de groupe et de garantir que les décisions étaient respectées sans résistance. Des sélections ont été effectuées avec une fréquence variable en fonction des besoins du camp et des commandes reçues de l'administration centrale. Son comportement quotidien dans le camp a établi des modèles de contrôle spécifiques. Les appels du matin et du soir, connus sous le nom d'appels, lui ont permis de mettre en œuvre son autorité sur les prisonniers affectés à sa section. Les sanctions qu'elle a appliquées comprenaient des coups directs et l'obligation de rester dans des positions forcées pendant des périodes prolongées. Un prisonnier survivant a raconté comment une Hongroise a été exécutée qui a retardé de retourner dans sa caserne. Un autre se souvenait d'avoir reçu des coups au visage pour ne pas avoir gardé son regard lors d'un appel de rouleau. Son utilisation d'outils disciplinaires s'est intensifiée au fil du temps. Elle a déclaré plus tard qu'elle avait utilisé un fouet léger qui, selon ses mots, a causé une douleur considérable à l'impact. Son utilisation de cet outil est devenue si fréquente que le commandant du camp lui a ordonné de modérer son application, une instruction qu'elle a systématiquement ignorée. Les pratiques d'intimidation se sont étendues à la manipulation psychologique. Grace a organisé ce que les prisonniers ont appelé Sportmachen, des exercices physiques imposés comme punition, saut, course ou position forcée jusqu'à l'épuisement total. Ces méthodes ont produit des évanouissements fréquents et, en cas de prisonnier, affaibli par la faim, la mort. L'objectif était de démontrer la vulnérabilité absolue des détenus devant l'autorité des gardes. Pendant les appels qui pourraient durer de 3 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin, Grace a forcé les prisonniers à rester immobiles. Lorsqu'elle a détecté le mouvement, elle a appliqué des sanctions qui comprenaient des coups ou l'obligation de s'agenouiller pendant des heures. L'une de ses spécialités consistait à ordonner aux prisonniers de tenir de grandes pierres au-dessus de la tête avec les 2 mains pendant des périodes prolongées, les battant s'ils vacillaient en position. À une occasion documentée, les prisonniers ont coupé leur couverture pour fabriquer des chaussures et des vestes improvisées. Grace a ordonné un retour immédiat de tous les articles fabriqués avec ces couvertures. Lorsque rien n'a été retourné, elle a ordonné des recherches exhaustives de casernes et a brutalement battu des prisonniers qui avaient ces objets en leur possession. Outre le fouet, Grace a utilisé un club pour battre des prisonniers. Sa pratique habituelle consistait à battre des femmes jusqu'à ce qu'elles saignent et tombaient au sol, puis les donner des coups de pied avec ses bottes lourdes. Dans un incident enregistré par des témoins, elle a observé une femme parlant avec sa fille par la clôture en fil qui séparait 2 sections de camp. Grace a battu et a donné un coup de pied à la femme si violemment qu'elle est restée allongée sur le sol inconsciente. Sa participation à des sélections pour les chambres à gaz s'est intensifiée lors de déportations massives de Juifs hongrois en mai 10 à 9 44. En 8 semaines, de mai au 15e au 9e juillet, environ 424 000 Juifs hongrois ont été expulsés à Auschwitz-Birkenau. La majorité a été assassinée dans des chambres à gaz immédiatement après leur arrivée. Grace a participé à ces sélections avec Mengele et d'autres médecins SS. Les femmes expulsées ont été forcées de défiler nues pour inspection, comme le bétail, pour déterminer si elles étaient suffisamment adaptées au travail en Allemagne ou seulement pour mourir. Grace a maintenu l'ordre pendant ces processus et si certaines femmes tentaient de fuir, elle les a retournées pour recevoir des coups. Lorsqu'elle a observé que les proches ont essayé de se réunir pendant les sélections pour le travail forcé, elle les a battus jusqu'à ce qu'ils les laissent inconscients. Les prisonniers qui ont tenté de s'échapper des sélections et ont été capturés ont reçu des coups jusqu'à ce que le saignement soit abondant avant d'être retournés dans les rangs. Au cours d'une sélection, lorsque 2 jeunes femmes ont tenté de s'échapper de sauter par une fenêtre et sont restées allongées sur le sol, Grace les a exécutées sans hésitation avec son pistolet chargé. Son comportement s'est caractérisé par une utilisation arbitraire de la violence. Les témoignages documentent qu'elle a forcé les femmes à sortir de la clôture en fil métallique pendant le travail pour faire apparaître qu'elles essayaient de s'échapper. Lorsqu'un gardien a refusé de tirer sur des femmes qui ont traversé la clôture alléguant qu'elles avaient été délibérément envoyées, Grace a donné des témoignages dans une enquête contre ce gardien pour ne pas remplir ses obligations. Les dossiers montrent que Grace a maintenu des relations personnelles qui mitient la sexualité et le pouvoir.
Elle a établi des obligations avec des officiers SS, parmi lesquels Joseph Mengele et Franz Wolfgang Hatzinger, chefs de la construction d'Auschwitz I. Des relations avec les femmes prisonniers ont également été documentées qu'elle a sélectionnées pour des rencontres privées. Lorsqu'elle a perdu tout intérêt pour ces femmes, elle les a envoyées dans des chambres à gaz, éliminant ainsi tout témoignage possible sur ces activités qui ont violé la réglementation raciale du régime. Mengele a mis fin à sa relation avec Grace lorsqu'il a découvert qu'elle maintenait des relations sexuelles avec des prisonniers juifs, considérés comme racialement inférieurs selon la législation nazie. Ces activités ont constitué de graves violations de la loi sur la race et la réinstallation et ont représenté l'un des rares crimes, en plus de refuser de maltraiter les prisonniers, qui pourraient porter une réelle punition pour un gardien. À une occasion, croyant qu'elle pourrait être enceinte, Grace a discrètement demandé un examen médical au docteur des prisonniers Gisela Pearl. Lorsque la grossesse a été confirmée, Grace a demandé au médecin de revenir le lendemain préparé pour la chirurgie. Elle a promis d'obtenir un manteau en échange de résiliation de sa grossesse, une procédure à laquelle elle n'a pas pu accéder par le biais de la clinique SS, car la contraception et l'interruption de la grossesse étaient illégales pour les femmes aryennes en Allemagne nazie. Une fois la procédure terminée, Grace a menacé le docteur Pearl, promettant de la tuer si elle a informé quelqu'un de l'opération. Elle n'a jamais livré le manteau promis. Les dossiers de la clinique médicale du SS du camp montrent que Grace a été examinée pour détecter la syphilis en janvier 1944 avec des résultats de tests négatifs. Son image physique dans le camp a été très souvenue par les survivants. Elle a utilisé les meilleurs produits disponibles obtenus par la confiscation des effets des prisonniers assassinés. Ces uniformes ont été fabriqués par les meilleures couturières juives qui avaient été expulsées au camp. Elle a maintenu une apparence impeccable, un uniforme parfaitement ajusté, des bottes brillantes, des cheveux stylisés et un maquillage soigneusement appliqué. Ce contraste avec la misère des prisonniers faisait partie de l'impact psychologique qu'elle a exercé. De multiples témoignages coïncident que son comportement a dépassé le sadisme d'autres gardes. Un médecin prisonnier qui a survécu au camp l'a décrite comme la plus belle femme qu'elle avait vue, avec un corps parfait, un visage angélique et des yeux bleus innocents, mais aussi comme la personne la plus dépravée, la plus cruelle et imaginativement perverse qu'elle avait connue. Le système Auschwitz-Birkenau lui a fourni une autorité absolue sur les prisonniers sous son contrôle. Son grade, en tant qu'Oberoffizier, lui a permis de prendre des décisions concernant les sanctions, de participer à des sélections et d'administrer des conditions de vie dans sa section de camp. Cette position a fait d'elle une figure centrale de l'appareil d'extermination, avec une responsabilité directe sur la vie et la mort de milliers de femmes. En janvier 1945, l'avance de l'armée rouge vers Auschwitz a forcé les autorités nazies à évacuer le complexe. Bergen-Belsen, le dernier enfer du Reich. En janvier 1945, les troupes soviétiques approchaient rapidement du complexe Auschwitz. Les autorités nazies ont ordonné une évacuation massive des prisonniers vers l'intérieur de l'Allemagne. Ces évacuations forcées ont été organisées comme des marches à pied dans des conditions météorologiques extrêmes, avec une nourriture rare et une surveillance armée. Irma Grese a été affectée à l'escorte l'un des convois qui se sont éloignés de Birkenau. La marche comprenait une étape intermédiaire à travers Ravensbrück avant la destination finale de Bergen-Belsen, située en Saxe-Inférieure. Bergen-Belsen avait été créé à l'origine dans 10 à 9-40 en tant que camp de prisonniers de guerre. À partir de 10 à 9-43, il a été transformé en camp de concentration et de 10 à 9-44 déportés ont reçu des camps orientaux qui étaient évacués avant l'avance alliée. Lorsque Grace est arrivé à Bergen-Belsen en mars 10 à 9-45 ans, l'infrastructure du camp a été complètement dépassée. Le nombre de prisonniers avait dépassé 60 000 personnes dans des installations conçues pour quelques milliers. Les évacuations constantes des autres camps avaient une capacité de logement saturée et le système d'alimentation s'était effondré. L'approvisionnement alimentaire était minime. Les prisonniers ont reçu une ration quotidienne de 3,5 cm de pain et une soupe aqueuse à base de navets cuits dans l'eau. L'eau potable était rare, à peine suffisante pour boire et cuisiner, sans possibilité d'utilisation pour l'hygiène personnelle. Les conditions sanitaires s'étaient complètement détériorées.
Les latrines avaient cessé de fonctionner et les prisonniers ont utilisé tout espace disponible comme toilette. Les épidémies se propagent sans contrôle dans tout le camp. Le typhus, la dysenterie et la tuberculose ont affecté des milliers de prisonniers simultanément. Il n'y avait pas de médicaments disponibles ni de capacité médicale suffisante pour assister aux malades. Pendant l'hiver de 10 à 9,44 à 10 à 9,45 ans, lorsque les températures sont descendues en dessous de zéro, les prisonniers ont été forcés de dormir assis sur un sol de terre pour partager 200 couvertures parmi des dizaines de milliers de personnes. Les casernes étaient encombrées à des limites inhumaines. Des constructions conçues pour abriter une centaine de personnes contenaient 1000 prisonniers. Dans la plupart des casernes, il n'y avait pas de lit ou de couchette, seulement un sol nu où les détenus s'accumulaient pour conserver la chaleur corporelle. Les corps de défunts sont restés à l'intérieur des casernes pendant des jours avant d'être enlevés, accélérant la propagation de la maladie. En mars, 10 à 9,45, en raison de la famine, de la soif et des épidémies, le taux de mortalité moyen quotidien a oscillé entre 250 et 300 personnes. Les cadavres accumulés dans des tas autour du camp, car la capacité organisationnelle de les enterrer à la vitesse des rythmes s'est produite n'existait pas. Dans cet environnement effondré, Grace a supposé des fonctions similaires à celles effectuées à Auschwitz: supervision des casernes, contrôle des appels de roulement et surveillance des groupes de travail. Malgré la décomposition du système administratif, les gardiens ont continué à appliquer des sanctions et des mesures disciplinaires. Greuze a maintenu le même modèle de comportement documenté dans les camps précédents. Selon les témoignages de survivants, elle a continué à battre des prisonniers avec un club de caoutchouc et les forçant à effectuer des exercices physiques comme forme de sanction, même lorsque les infrastructures de camp avaient cessé de fonctionner et que la mort était omniprésente. L'appareil disciplinaire est resté opérationnel. Les prisonniers devaient rester debout pendant des heures en tenant des pierres au-dessus de leur tête comme punition pour des infractions mineures ou imaginaires. Les témoignages coïncident que Grace a maintenu son comportement caractéristique pendant son séjour à Bergen-Belsen. Elle a forcé les femmes affaiblies à rester debout lors des appels prolongés et à transporter des objets lourds comme sanction. Elle a continué à utiliser les chiens comme instrument d'intimidation, bien que la fréquence ait diminué en raison de la confusion générale et du manque de coordination au cours des dernières semaines de fonctionnement du camp. Environ 2 semaines avant l'arrivée des troupes britanniques, lorsque la guerre s'est effectivement terminée, des témoins l'ont vu battre une jeune femme avec une récolte d'équitation. À la veille de la libération, Grace a été vue battre les têtes des 2 sœurs les unes contre les autres lorsqu'elle les a surpris en essayant de manger des restes de pelage de pommes de terre du coin cuisine. La détérioration du camp était visible dans chaque secteur. Au cours des premiers mois de 10 à 9,45, environ 500 personnes sont mortes quotidiennement, un chiffre qui a progressivement augmenté. Les cadavres empilés dans des tranchées ou sont restés abandonnés dans un environnement de caserne. L'administration du camp a ordonné aux prisonniers d'enterrer des corps dans des fosses en masse, mais le taux de mortalité a dépassé toute capacité de réponse organisationnelle. Greuze est restée à son poste jusqu'à l'arrivée des forces britanniques. Elle n'a pas tenté de fuir, ni de se camoufler parmi les prisonniers, comme les autres membres du personnel l'ont fait. Le commandant Joseph Kramer n'a pas non plus caché et maintenu sa position administrative. En avril 15e, 10 à 9, 45 ans, des unités de la 11e division blindée britannique sont entrées à Bergen-Belsen après avoir établi une zone de trêve précédemment convenue avec les autorités du camp. Les troupes britanniques ont trouvé environ 13 000 cadavres non enterrés distribués dans tout le camp et près de 60 000 survivants dans un état critique de la malnutrition et des maladies. Le major Dick Williams, officier de l'offre et des transports du 8e corps de l'armée, a été l'un des premiers soldats britanniques à participer pour évaluer les conditions du camp. Greuze a été retrouvé avec le reste du personnel SS présent à Bergen-Belsen. Elle a déclaré aux autorités britanniques qu'elle restait au camp pour maintenir la loi et l'ordre. Le brigadier Glyn Hughes a ordonné que les gardes capturés participent au nettoyage du camp.
Les Hongrois et les Allemands des SS, ainsi que d'autres prisonniers de guerre allemands, ont été utilisés comme main-d'œuvre pour enterrer des corps accumulés. Les autorités britanniques ont établi une quarantaine pour prévenir une propagation supplémentaire de la maladie parmi les affaiblir la population. Les civils, y compris le conseil local de la ville de Celle, ont été contraints de visiter le camp pour assister directement aux conditions trouvées. Compte tenu de sa jeunesse et de sa comparution, les soldats britanniques ne l'ont pas identifié comme du personnel de haut rang. Elle n'a pas été immédiatement arrêtée, mais forcée de travailler avec d'autres gardes pour enterrer les 13 à 15 000 cadavres qui se décomposent dans tout le camp. Au cours de ce processus, un survivant l'a identifié et l'a signalé aux autorités britanniques. En avril 17e, 10 à 9h45, Irma Grese a été officiellement arrêtée par les forces britanniques. Procès de Belsen, témoignage et condamnation à mort. Après son arrestation en avril 17e, 10 à 9h45 ans, Irma Grese a été transférée dans la ville de Celle, où les autorités britanniques ont organisé un centre d'internement pour les membres SS capturés à Bergen-Belsen. Elle est restée sous garde avec d'autres gardes et officiers du camp, tandis qu'un processus judiciaire était prêt à examiner les activités développées dans des camps de concentration. Les enquêteurs britanniques ont immédiatement commencé à collecter des témoignages de survivants. Des déclarations ont été prises à la fois à Bergen-Belsen et dans les hôpitaux où les détenus libérés ont été transférés pour recevoir des soins médicaux. Ces témoignages formeraient la base probante du processus qui serait établi plus tard. Au cours des interrogatoires initiaux, Grese a fourni des informations de base sur sa trajectoire. Elle a confirmé ses travaux antérieurs à Ravensbrück et Auschwitz-Birkenau, ainsi que son rang comme Oberofficerin dans le camp féminin. Lorsqu'un journaliste anglais lui a demandé pourquoi elle avait commis les actes dont elle avait été accusée, elle a répondu qu'il était de son devoir d'exterminer des éléments antisociaux pour assurer l'avenir de l'Allemagne. En septembre 10 à 9h45, le tribunal militaire britannique a été constitué à Lüneburg, en Saxe-Inférieure, pour juger des membres du personnel de 45 Bergen-Belsen et d'Auschwitz. Le processus était officiellement connu sous le nom de procès Belsen. La composition du tribunal comprenait 5 officiers britanniques, 4 juges militaires et un juge civil qui a agi en tant que président. Les accusés étaient représentés par des avocats désignés par l'administration britannique. Irma Grese figurait chez les 6 membres du personnel accusé, ainsi que des gardes comme Elisabeth Volkenrath et Juana Bormann. Le commandant Joseph Kramer était le principal accusé. L'accusation générale a imputé les crimes de guerre pour les mauvais traitements des prisonniers à Auschwitz et Bergen-Belsen, y compris les meurtres, les tortures, les mauvais traitements physiques et la participation à des sélections d'extermination. Le procès a commencé en septembre 17e, 10 à 9h45, dans une pièce adaptée d'un ancien gymnase. Au cours de 9 semaines, plus de 120 témoins ont été présentés, principalement des survivants du camp. Des audiences se sont développées dans un intérêt public considérable, avec la présence de journalistes britanniques et internationaux qui ont documenté chaque session. Au cours des séances initiales, Grese a maintenu une attitude de calme apparent. Elle portait un simple costume de prisonnier et s'est montrée serein dans le quai des accusés. Les observateurs ont noté qu'elle souriait fréquemment ou riait lors de témoignages présentés contre elle. Cette attitude était perçue comme un défi envers les victimes et le processus judiciaire. À l'occasion, elle a conversé avec d'autres accusés, échangeant des gestes pendant le développement auditif. Les poursuites ont présenté des témoignages de survivants qui avaient été sous l'autorité directe de Grese dans les 3 camps. Les déclarations ont établi un modèle de comportement qui a duré ses premiers mois en tant que garde jusqu'aux dernières semaines avant la libération. Un prisonnier hongrois a témoigné sur son expérience à Auschwitz, décrivant à quel point Grese a délibérément sélectionné les femmes les plus attrayantes pour les envoyer dans des chambres à gaz hors de la jalousie personnelle. Le témoin a raconté qu'elle avait été témoin de ces sélections à plusieurs reprises et que Grese a montré une satisfaction visible pendant le processus. Magda Hellinger, ancienne fonctionnaire des prisonniers d'Auschwitz, a témoigné sur ses interactions directes avec Grese. Hellinger a décrit à quel point Grese a fréquemment oublié son état comme prisonnier juif et lui a parlé comme si elle était une sœur aînée, révélant des détails sur sa famille et sa déception concernant l'échec de la formation en soins infirmiers.
Ellinger a également témoigné sur un incident dans lequel elle a directement confronté Grease pour les mauvais traitements de 4 femmes et à quel point Grease lui a par la suite demandé pardon. Lilika Salzer, couturière d'Auschwitz, a déclaré à propos de sa relation de travail avec Grease. Salzer avait régulièrement fait des uniformes et des vêtements civils pour Grease en échange de visites régulières avec ses jeunes sœurs jumelles qui ont été détenues dans une autre section de camp. Salzer a témoigné sur l'obsession de Grease pour son apparence physique et son affirmation selon laquelle, après la guerre, elle deviendrait une star de cinéma. Un médecin des prisonniers d'Auschwitz a témoigné sur l'incident au cours de laquelle Grease lui a demandé d'effectuer une procédure d'intervention en grossesse. Le médecin a décrit comment Grease avait fourni des instruments nécessaires et menacé de la tuer si elle révélait l'opération à une autorité de camp. Alice Tenenbaum, alors âgée de 14 ans, a témoigné de la façon dont Grease avait sauvé ses 6 fois des chambres à gaz après avoir été sélectionnée par Mengele. Tenenbaum a expliqué que Grease lui avait dit qu'elle ressemblait à sa sœur Hélène et que pour cette raison, elle la protégeait en la retirant de groupes destinés à l'extermination. Au cours de son interrogatoire officiel, Grease a nié avoir personnellement tué des prisonniers. Elle a admis avoir porté un fouet et participé à des sélections, mais a allégué qu'elle avait agi sous des ordres directs de ses supérieurs. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas le pouvoir de décider du destin final des prisonniers, se limitant aux instructions suivantes des médecins SS et des commandants du camp. En ce qui concerne les méthodes disciplinaires employées, elle a déclaré qu'elles constituaient des procédures habituelles dans le fonctionnement du camp et qu'elle ne se souvenait pas avoir causé des blessures graves intentionnellement. Elle a affirmé que l'application de sanctions physiques était nécessaire pour maintenir l'ordre lors des appels de roulement lorsque les prisonniers ont perturbé les procédures établies. Son avocat de la défense, le major L.S.W. Cranfield, a tenté de démontrer que Grease était trop jeune pour avoir complètement compris la portée de ses actions. Il a allégué que son âge, 22 ans au moment du procès, devait être considéré comme un facteur atténuant. Il a fait valoir que son rôle, bien que sévère, n'était pas équivalent à celui des hauts commandements qui prévoyaient et dirigeaient une politique d'extermination. Cranfield a également suggéré que les témoignages des prisonniers pourraient être déformés par une haine accumulée contre les gardes pendant des années de captivité. Il a proposé que les victimes puissent exagérer des faits ou attribuer des actions commises par d'autres gardes de Grease, étant donné que de nombreux survivants avaient été dans plusieurs camps et pouvaient confondre les événements et les auteurs. Les poursuites britanniques ont soutenu que la défense de l'obéissance due ne pouvait pas justifier une brutalité systématique documentée par de nombreux témoins indépendants. Il a été soutenu que Grease avait non seulement obéi aux ordres supérieurs, mais a agi avec une initiative personnelle, appliquant une violence excessive et montrant un comportement proactif dans la persécution et la punition des prisonniers. Le procureur a souligné que la cohérence des témoignages contre elle, procédant des victimes de différentes nationalités et sans contact précédent entre eux, a confirmé la véracité des faits imputés. Les comptes fournis par les témoins ont établi des méthodes de violence spécifiques et une participation directe au processus d'extermination. Pendant le contre-interrogatoire, Grease a maintenu une posture ferme et a répondu brièvement. Elle n'a montré aucun signe de repentir ou de remords pour les actions décrites dans les témoignages. Lorsqu'on lui a spécifiquement demandé pourquoi elle avait battu les prisonniers, elle a répondu qu'il était nécessaire de maintenir l'ordre dans le camp. Interrogée sur les sélections à Auschwitz, elle a reconnu avoir été présente, mais a confirmé que les décisions finales correspondaient exclusivement aux médecins SS. Elle n'a pas nié avoir utilisé des fouets ou des chiens, mais les a justifiés dans le cadre de ses fonctions de surveillance et de contrôle réglementaire. Lorsqu'on a montré des photographies de victimes avec des blessures compatibles avec des coups de fouet, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'incidents spécifiques, mais que de telles sanctions étaient des procédures standards dans le camp. La froideur avec laquelle elle a répondu aux questions sur les décès ou les punitions a eu un impact sur les observateurs du procès. La présidente du tribunal lui a demandé directement si elle comprenait la gravité des accusations présentées contre elle. Grease a répondu qu'elle était au courant de ce qui était allégué, mais qu'elle avait rempli ses obligations comme ordonné par la chaîne de commandement SS. Sa sœur Hélène Grease a été appelée à témoigner en tant que témoignage de personnage dans sa défense. Hélène a déclaré qu'elle ne pouvait jamais imaginer qu'Irma battait ou maltraite les prisonniers parce qu'elle avait toujours fui les conflits pendant l'enfance.
Elle a décrit sa sœur comme une enfant qui s'est retirée des différends et a évité des confrontations physiques avec d'autres enfants. Le procureur a utilisé ce témoignage contre l'accusé, suggérant que quelqu'un qui avait été lâche avant que les personnes ayant une force similaire ait trouvé facile de libérer la violence sur les victimes sans défense une fois qu'elle a reçu le pouvoir et l'autorisation de le faire. Pendant le témoignage d'Hélène, qui a également décrit l'incident de la famille qui a conduit à l'expulsion définitive d'Irma de la maison paternelle, le masque de l'accusé de l'indifférence a momentanément éclaté et elle a crié ouvertement au tribunal. Le procès s'est terminé en novembre 17e, 10-9, 45. Le tribunal a déclaré que 11 des accusés coupables, parmi lesquels Joseph Kramer, Elizabeth Volkenrath, Wanna Bormann et Irma Grese. Les condamnations pour les condamnés étaient la peine de mort par suspension. Dans le cas de Grese, le tribunal l'a considéré comme responsable des crimes de guerre à Auschwitz et Bergen-Belsen, en particulier pour la participation active à des sélections pour extermination et actes systématiques de violence contre les prisonniers. En entendant la peine, Grese est resté silencieux. Selon les documents officiels, elle a montré une expression sérieuse et n'a fait aucune déclaration finale. Elle a été transférée à la prison de Celle et par la suite à Hamelin, où elle attendait l'exécution avec d'autres condamnés. Hamelin, l'exécution de l'hyène d'Auschwitz. Après avoir été condamnée à mort en novembre 10-9, 45 ans, Irma Grese a été transférée de la prison de Celle au pénitencier de Hamelin. Ce bâtiment de construction du XIXe siècle avait été adapté par les autorités britanniques en tant que centre de détention et lieu d'exécution pour les criminels de guerre nazis. Le transfert a été effectué sous des mesures de sécurité strictes, accompagné d'autres condamnés du même processus, Elizabeth Volkenrath et Wanna Bormann. La prison de Hamelin avait été modifiée après la guerre pour recevoir des prisonniers nazis condamnés à la peine capitale. Dans ces installations, la potence qui serait utilisée au cours des mois suivants pour plusieurs exécutions criminelles de guerre a été construite. La conception a suivi les spécifications britanniques standards pour les tentures judiciaires, avec une plateforme élevée, un trap activé mécaniquement et une fosse récepteur calculée pour produire une fracture cervicale immédiate. En entrant, Grese a été enregistrée, photographiée et située dans une cellule individuelle dans la section destinée aux détenus du couloir de la mort. Le régime pénitentiaire était grave et les mouvements étaient strictement contrôlés. Chaque condamné n'avait que des outils de base, lit de fer, couverture réglementaire, table avec papier et encre, et accès limité à la correspondance écrite. La rédaction de lettres d'adieu aux proches a été autorisée, qui seraient livrées après l'exécution. Pendant des semaines à Hamelin, Grese a écrit plusieurs lettres adressées à son père et aux frères et sœurs. Dans ces missives, elle a exprimé sa loyauté envers l'Allemagne et a demandé que sa mémoire ne constituait pas une cause de la honte de la famille. Elle a insisté pour qu'elle se souvienne de lui-même comme une jeune femme qui avait accompli ce qu'elle considérait comme son devoir envers la patrie. Elle a recommandé que sa famille maintienne la dignité et ne renonce pas au nom de famille Grese. Dans aucune de ces lettres ne semblaient directement des références aux crimes pour lesquels elle avait été condamnée, ni expression de repentir pour ses actions dans les camps. Les lettres ont maintenu le ton de la loyauté politique et de la fierté nationale qui avait caractérisé ses déclarations pendant le procès. Elle a signé des missives exhortant ses proches à être de fiers Allemands même dans les pires circonstances. Le 12e décembre, 10-9, 45 ans, un jour avant l'exécution prévue, Grese est restée confinée dans sa cellule avec d'autres condamnés. Selon British Guard Records, elle a passé une partie de l'après-midi à converser à haute voix avec Volkenrath et Bormann, qui occupaient des cellules voisines dans le même couloir de la mort. Les trois femmes ont partagé des chansons nazies qu'elles ont entonnées pendant la nuit, activité enregistrée dans le livre de garde par les geôliers britanniques. Le chant a prolongé jusqu'à tardives heures de l'aube, ce qui a perturbé le reste des autres prisonniers de la section. Les chansons comprenaient des hymnes de fête et des marches militaires qu'ils avaient apprises lors de leur service dans les SS. Le matin du 13e décembre était prévu pour exécuter 13 condamnés à l'essai de Belsen, 10 hommes et 3 femmes. Albert Parpoint, responsable du bourreau britannique ayant une expérience dans les exécutions de capitale, a été responsable de ces condamnations depuis les années 30.
Pierre Point avait été spécifiquement désigné pour remplir des peines de tribunaux militaires alliés en Allemagne et effectuer des dizaines d'exécutions à Hamelin pendant les mois suivant la fin de la guerre. La procédure a suivi le protocole britannique standard pour les tentures. L'opération a été effectuée dans une salle adaptée en prison où un échafaudage avec trappe mécanique avait été installé. Les condamnés ont été réalisés dans l'ordre de la liste de leurs cellules à la chambre d'exécution, où Pierre Point et son assistant les ont reçus pour une procédure finale. Le protocole comprenait la retenue du bras avec des sangles en cuir, le placement de la capuche blanche sur la tête et le réglage du nœud de glissement autour du cou. Le bourreau, après avoir vérifié la position correcte sur le trappe marqué avec une croix de craie, le mécanisme activé qui a ouvert le sol sous condamné. L'automne a été calculé mathématiquement en fonction du poids corporel pour produire une fracture cervicale immédiate et une mort instantanée. Elisabeth Volkenrath a été la première à mener à potentiel. L'opération a commencé peu de temps après 9 heures du matin et a été enregistrée avec précision militaire dans des documents de prison officiels. Après avoir terminé son exécution, le corps a été supprimé pour faire place au nom suivant sur la liste condamnée. À environ 10 heures, Irma Grese a été conduite dans la salle d'exécution. Elle est entrée escortée par 2 gardes britanniques qui l'accompagnaient à une plateforme d'échafaudage. Pierre Point l'attendait à côté de trappes accompagné de son assistant et de son médecin militaire qui certifierait la mort. Selon les dossiers d'exécution officiels, Grese a avancé avec une étape de ferme sans avoir besoin d'être forcée ou traînée. Elle a été positionnée en position marquée avec Cal Cross dans un centre d'échafaudage directement sur Trapdoor. Le protocole a obligé le bourreau pour prononcer la formule « Pardonnez-moi » à voix basse avant de placer le capot et le nœud coulant. Grese est resté dressé lors de ses préparations finales. Lorsque Pierre Point était sur le point de placer White Hood au-dessus de sa tête, elle a prononcé un seul mot qui restait enregistré à la fois dans des documents officiels et dans le témoignage ultérieur du bourreau. Schnell, qui signifie rapidement en allemand. C'était le dernier mot qu'elle a prononcé. Immédiatement après sa déclaration, Trapdoor s'est ouverte par l'activation du levier et le corps est tombé dans le vide de la fosse des récepteurs. Le son de la fracture cervicale était audible dans la chambre selon le dossier du médecin actuel. La mort a été certifiée quelques minutes après la chute. Le corps d'Irma Grese a été retiré de la potence et placé dans un simple cercueil en bois pour l'enterrement. Par la suite, Wanna Borman a été menée à Gallows, 3e des gardes condamnés. Une fois que 3 exécutions féminines ont été terminées, la suspension de 10 hommes condamnés a procédé, dont le commandant Joseph Kramer. Les organismes exécutés n'ont pas été remis aux familles conformément à la réglementation du pénitencier britannique. Ils ont dû être enterrés dans le cimetière annexé en prison, dans des tombes sans identification externe et avec de simples marques numériques dans les dossiers internes. Irma Grese a été enterrée dans Mass Grave avec d'autres procès de Belsen exécutés. Les documents liés à son exécution incluent le certificat de décès signé par Military Doctor Present, le rapport détaillé par le bourreau Pierre Point et le dossier funéraire au cimetière de la prison. Ces archives ont été conservées par les autorités britanniques et transférées par la suite aux archives nationales pour la préservation historique. À 22 ans, Irma Grese est devenue la plus jeune femme exécutée par les autorités britanniques au XXe siècle. Sa mort a marqué la fin d'une trajectoire qui avait commencé dans les champs de Mecklenburg et s'est terminée sur Hamelin Gallows, passant par les principaux camps d'extermination de Third Reich, où elle avait exercé un pouvoir absolu sur la vie et la mort de milliers de prisonniers.